Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour ce nouveau numéro du JT des régions. Eh bien, sachez à l'entame de cette édition que Jean-Claude Arouanvo-Ebla et non Jean-Claude James de l'ANT, l'Agence nationale de traitement et une délégation de la Fédération nationale des étudiants du Bénin ont été reçus en audience, c'était ce mercredi, par le président Adrien Rumbegui, le président de l'Assemblée nationale. Le point de leur échange avec Guillaume Avienou. Jean-Claude Arouanvo-Ebla, régisseur général adjoint de l'ANT, l'Agence nationale de traitement, est allé présenter au président de l'Assemblée nationale la structure qu'il représente. Une structure dont les dirigeants ont pris l'initiative de rencontrer les patrons des différentes institutions de la République depuis l'officialisation de l'existence de l'ANT. Le président de l'Assemblée, c'est une mine d'expérience. C'est une agence qui vient de naître. Elle est toute nouvelle. On a besoin des conseils des uns et des autres pour bien construire cette agence-là. Je vous avoue, on est très satisfait du niveau de débat avec le président. Je crois que l'agence va s'en servir pour sa réelle construction. Après Jean-Claude Arouanvo-Ebla, le président du Parlement, Adrien Rumbegui, a reçu une délégation de la Fédération nationale des étudiants du Bénin. Une délégation conduite par Daniel Etou, venu demander la médiation du président de l'Assemblée nationale dans la crise qui secoue actuellement l'université d'Abomey-Calavi. On reste toujours à Porto Novo et plus précisément à Igbalé, à Idigny, dans la commune de Kétou. On reste donc dans l'Ouémé et le plateau, j'allais dire, où le vizir Olof India a convié ses fans pour la commémoration de l'édition 2016 de la Journée mondiale de la fraternité. Une occasion pour lui de passer en revue les actions réalisées par ses soins via le projet Défi du 21e siècle. Guillaume Avienou et Enoch Adandé. Le vizir Olof Fendi fait visiter les sites touristiques de la cité siège de l'humanisme, Igbalé Aye, aux participants à la célébration de la Journée mondiale de la fraternité. C'est sur ce site de plusieurs milliers d'hectares, dédié à la mémoire des esclaves africains à Idigny, que l'un des chantres du panafricanisme a voulu commémorer l'événement en compagnie de ses fans. Nous avons appelé cette date-là la fête de la fraternité mondiale pour que tous les hommes sont frères, pour que tous les hommes puissent rester sur la paix. Tout ce que nous faisons, tous les hommes sont frères, et blancs et noirs. Et sur la terre, là où nous sommes là, la cité siège de l'humanisme, le village souterrain là, nous vous avons dit ce matin que tous les morts du monde sont là. Outre des communications sur la philosophie du vizir, au sujet des relations nord-sud, les participants venus des départements du Zou, de l'Atlantique littoral, du Monokoufo et de l'Alibori ont été sensibilisés sur la thématique de la coprospérité. Nous avons fait le point ce matin de la mise en œuvre du projet Défi du 21e siècle. Un projet qui a été lancé sous le haut patronat des Nations Unies en août 1999. Un projet qui prône la renaissance de l'Afrique engendrant la renaissance de l'humanité. Un projet qui veut que l'Afrique éradique sa pauvreté d'ici à l'an 2025 et qui fait un programme pays qui s'appelle Mon village aime Paris et qui aide chaque pays à sortir de la pauvreté en 1000 jours. L'ambition du vizir Olof India à travers son projet Défi du 21e siècle, c'est d'éradiquer la pauvreté au Bénin et sur le continent en 1000 jours. Intéressons-nous à présent à cette rencontre d'échange de la Commission électorale nationale autonome avec les préfets et les maires. Le compte-rendu est signé Emery Darpin-Sauton. La Commission électorale nationale autonome Sénat, soucieuse de toujours mieux organiser les élections au Bénin. Et pour qu'il en soit ainsi, il est important, voire indispensable, de mieux impliquer les différents acteurs intervenant dans le processus. Et entre autres acteurs, il y a les préfets et les élus locaux, partenaires incontournables de la Sénat. Les préfets, garants de l'ordre public au niveau de leurs départements respectifs, sont tout à fait indiqués pour la Sénat pour nous apporter une contribution en matière de sécurité, à la fois pour le convoyage de notre matériel électoral, pour le transport des urnes et des résultats. Et vous, les maires
qui êtes également sur le terrain, vous avez un rôle que nous considérons comme extrêmement important en matière de la sécurisation de nos matériels électoraux. Avec ces assises de Dassa, diverses préoccupations ont été soulevées par les participants. Entre autres difficultés, le dépôt de certaines candidatures dans les préfectures, la gestion des emplacements des affiches électorales, l'entreposage et la sécurisation du matériel électoral. Autrefois, nous étions à un niveau où nous avions détecté un peu des insuffisances entre la collaboration ou les collaborations qui devront exister entre les préfets de département et l'organe chargé de la conduite des élections. L'opportunité nous est offerte aujourd'hui, ce jour. Je crois que nous pourrions entrer en négociation, en partenariat franc, pour que, à l'avenir, ces petites insuffisances puissent être corrigées. Il faut noter que c'est la toute première rencontre de la Sénat avec les 12 nouveaux préfets. Et préfets et élus locaux prennent l'engagement de mieux jouer les prochaines fois le rôle à eux destiné sans tâtonnement pour des élections pacifiques, libres et transparentes. Et on retient dans ce JT des régions que l'association que l'ONG, Association pour le futur de l'Afrique, a procédé dimanche dernier à la remise de matériel technique à l'hôpital de Savalou. Un geste qui apporte une solution aux difficultés que rencontre cet hôpital. Plus de précisions avec Gilles Danso. L'Association pour le futur de l'Afrique, AFA, poursuit ses actions de bonne générosité. L'hôpital de zone de Savalou a reçu à cet effet du matériel technique pour assurer un meilleur service aux malades. Le président de cette association explique le bien fondé de son geste. Là, a su le dire le coordonnateur de la zone, il y a 3 ans évidemment, quand j'étais à Gouka pour une telle cérémonie. On s'était vu, il était présent, il m'a dit, bon écoute mon frère, il ne faut pas que cet acte se limite ici à Gouka, il faut penser aussi à toute la zone. À Savalou, on a besoin de toi. Et voilà, aujourd'hui nous sommes présents ici à Savalou pour dire, Savalou, voici ta part. C'est le début, 2 choses vont encore arriver à Savalou, les autres centres de santé qui sont environnants ici. Je remercie toute la population de Savalou et tout le monde. Je souhaite un bon usage du matériel. Mot de remerciement du directeur de l'hôpital, le tout couronné par l'intervention du directeur départemental de la santé, Zoukoline. La santé est un domaine, le premier pôle de développement, parce qu'il n'y a que de richesse que l'homme. Vous avez beau étaler les milliards là, ils ne serviront à rien tant que la main de l'homme ne passe. Et quel homme assure le développement si ce n'est pas un homme bien portant? Voilà, c'est pourquoi vous avez voulu investir dans ce domaine pour booster le développement de Savalou, de Banté et environ. Merci pour ce geste-là qui va dans tout le département. Et quand je dis dans tout le département, je fais un clin d'œil déjà au président pour dire de ne pas circonscrire ces actions uniquement dans la zone sanitaire Savalou-Banté. D'étendre ces actions au-delà. Que des œuvres pour que nos populations se portent mieux. La CAD entendait la conférence administrative départementale a tenu sa 8e réunion ordinaire. C'était ce mercredi. C'est en fait, il faut le dire, la première réunion de la CAD au titre de l'année 2016 tenue dans le Koufo. Tous les directeurs et chefs services déconcentrés des 2 départements se sont donc réunis pour penser au mieux-être de leurs administrés. Cyprien Lokossou et Évariste Zomaro pour le point. Les directeurs des services déconcentrés dans les départements du Monokofo ont pour la plupart répondu présents à la première conférence administrative départementale CAD tenue à Azové dans le Koufo. Entre autres points à l'ordre du jour, les travaux sur l'érosion côtière dans le Monokofo, l'examen du rapport de la dernière réunion et la présence de la direction départementale du contrôle des marchés publics dans le Monokofo. Point qui a d'ailleurs fait l'objet d'une communication. Depuis longtemps, les communes, pour faire contrôler le marché, sont obligées de venir, de se déplacer à Cotonou, à la direction nationale, pour le contrôle de procédure des marchés.
Donc, avec les directions départementales qui sont installées désormais dans tous les départements, plus question de se déplacer sur Cotonou pour les questions de procédure de passation des marchés. Voir ces conférences administratives départementales tenir dans le Koufo, c'est une grande joie pour moi parce que ces conférences réunissent de façon périodique les directeurs départementaux qui essaient d'exposer les difficultés que chacun rencontre dans son compartiment. On peut noter l'intérêt des participants lors des débats. Le sujet concernant l'abandon ou la suspension des travaux de la route Komé-Lokossa-Togbo a surchauffé les esprits. Satisfaction du préfet Christophe Mengbedi. Nous avons suivi les débats. Ils ont été houleux, mais ils nous ont permis d'aller en profondeur des questions. Et comme vous le savez aussi, c'est de la discussion que jaillit la vérité. Et donc, nous avons voulu mettre simplement à exécution les instructions données par le gouvernement. Nous sommes allés sur des questions pointues liées à l'approbation des contrats. La 8e réunion de la conférence administrative départementale s'est tenue dans le département du Koufo. La 9e est attendue dans le Mono. Ce sera désormais ainsi de façon alternative. Et on note à présent que la communauté de Gadomè dans la commune de Komè était en fête du 12 au 15 août. Il était question de répondre aux exigences de la 3e édition de Didjoezan, un creuset de retrouvailles et de réflexion sur le développement de la localité. Retour sur les temps forts de cette fête avec Jean-Claude James. Divers jeux concours, conférences, débats et un culte à l'église évangélique ont précédé cette messe catholique. Depuis ce lieu de célébration de l'Éternel, le ton de la fête est donné. Didjoezan qui signifie fête de réjouissance des fils et filles de Gadomè. La joie que nous célébrons ce jour, l'un d'être un accomplissement, est un vœu. C'est l'annonce de la vision de communauté de Gadomè qui travaille pour l'unité des filles et fils dans le but du développement de leur localité. Nous avons choisi de réfléchir sur le terme mise en place des comités locaux de développement, techniques et approches. S'unir pour parler développement dans une ambiance de fête. L'initiative est louable. Et au-delà de la fête, les gens ont pensé ici à la solidarité et au développement. Je crois que c'est une très belle initiative qui doit faire école au niveau de toutes nos communautés pour le développement global de notre pays de Bénin. Une communauté qui se lève entraîne les autres communautés et le développement s'installe. Je crois que Gadomè, je l'ai dit l'année dernière, est en train de donner l'exemple. Tout ce qui me reste à dire, c'est de poursuivre. Ce n'est jamais facile. Rebâtir l'unité. Le sport a été associé à cette 3e édition de Didjoezan qui aura comblé les attentes, même si chaque ressortissant de Gadomè est invité à mieux contribuer. Voilà, le reportage est signé Jean-Claude James et nous mettons le cap à présent sur la ville. On va directement dans le nord et vous le savez, depuis quelques jours, on parle de cette invasion des champs de maïs par des chenilles. Les producteurs donc de la commune de Ndalis et dans le département du Borgou lancent l'alerte. Les responsables de l'équipe technique d'encadrement du Cardé Borgou mettent tout en œuvre pour venir à bout de ces ravageurs. C'est un reportage signé Simon Vian et Aziza Lagoué. La quiétude n'est plus au top dans le rang des producteurs de maïs du Borgou. À l'image des champs de leurs homologues des départements de la Liborie et de la Donga, les jeunes pieds de maïs au fil des jours perdent l'essentiel de leurs feuilles. Déjà le 2 août, quand je suis venu, j'ai constaté que le champ était
atteints par les parasites partout, avec des papillons qui survolaient les pieds de maïs. Là, on a constaté qu'il y a des chenilles qui sont là, qui mangent les feuilles et surtout se cachent à l'intérieur même. Il faut prendre la plante, tu ouvres avant de les trouver. Pour le cas de ce producteur, 20 hectares de pieds de maïs risquent de fondre sous la mandibule des chenilles. Le budget d'exploitation, on est obligé de le revoir à la hausse. Et depuis qu'on a commencé ces travaux, j'évalue les dépenses à plus de 2,5 millions. Moi, j'ai souvent l'habitude d'avoir 30 à 35 sacs à l'hectare. Je ne sais pas cette année si je pourrais avoir même 10 sacs à l'hectare compte tenu de cette situation. Une situation qui préoccupe les équipes d'encadrement technique du Carder Borgo. Pour elles, l'espoir est encore permis. C'est dû à un phénomène qui n'est pas habituel, mais cette année, c'est de vastes étendues de champs qui sont attaqués. Donc, les produits que vous voyez utiliser maintenant, c'est les produits qu'on a l'habitude d'utiliser dans le maraîchage. Il y a d'autres producteurs qui ont déjà fait la même application que lui et on est déjà allé constater, voir que les plants portent déjà des épis de maïs. L'invasion, quant à elle, est globale au niveau de plusieurs communes. Zendali, on nous avait parlé de l'Ico-Vepa, de Banikwara, on nous a parlé de Spodo, ainsi de suite. Mais nous avons constaté qu'en réalité, c'est un parasite qui n'était pas ici, qui ne s'affole pas. Là où la chenille va se localiser, pour que les produits arrivent là, il faut que les producteurs adoptent une technique de traitement autre que ce qu'ils ont l'habitude de faire pour le coton. Outre les chenilles ravageuses dont la solution est en train d'être trouvée, des criquets envahisseurs ont été observés dans certaines localités du Borgo. Et vous le savez, la photographie est à l'échelle internationale à l'honneur. À l'occasion de cette célébration, les professionnels de la photo exerçant à Parakou ont jeté un regard critique sur l'état actuel de leur métier. Face à l'avènement du numérique, l'avenir de la photographie est donc hypothéqué. Quelques photographes rencontrés se prononcent au micro de Roland Chaudi et de Simon Villon. Suivez plutôt. La photographie est malade. Pourquoi? Avec l'arrivée des numériques aujourd'hui. Vous voyez, nous sommes ici dans le studio. On fait des mois avant de trouver même une pause à faire. L'État nous aidait avant pour des formations. Et il nous aidait même à nous offrir des appareils dans notre chemin. Mais aujourd'hui, même si on nous offrait ces appareils, si on n'arrive pas à abolir, à faire des androïdes, à faire des amateurs dans la ville, tout ça là, je ne sais pas comment. On est en train de réfléchir sur ça. Avant, par exemple, on travaillait avec les pellicules. Aujourd'hui, ces pellicules sont en train d'être rares déjà sur le marché. On n'en trouve plus parce que tout est aujourd'hui numérique. Vous allez voir que ce qu'on vendait à 1000 francs auparavant, on peut trouver ça sur le marché aujourd'hui à 3000 francs. Vous voyez déjà que ça crée d'énormes difficultés aux photographes professionnels. C'est le problème que nous vivons. Vous savez, et dans ça, on est obligé de payer les coûts, payer le personnel. Et vous savez, c'est un calvaire que nous vivons. En principe, moi, celui qui est dans la photo doit avoir une activité secondaire, sinon tu vas mourir de faim. Faites une enquête à travers la vie de Parakou. Les anciens photographes, qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? À Cotonou, ils ont les associations des photographes. Il y a ça, mais ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore ça. Non, ils sanctionnent les gens tout le temps, mais à Parakou, là, ça ne prend pas. Comme à Cotonou. Maintenant, exactement, on appelle les responsables. Ceux qui sont les choses, ceux qui ont déjà fait ça, Cotonou et ça a marché, j'aimerais qu'ils viennent à Parakou aussi, pour aussi donner un peu de coup de main à ceux qui sont à Parakou. Et la revue de presse pour mettre un terme à cette édition, elle est signée Emmanuel Sebo.
Plusieurs quotidiens ont consacré leur une à la grosse affaire de faux diplômes qui agite la Grande Muette. L'affiche du jour parle déjà du démarrage d'une grande purge au sein de l'armée béninoise. Le potentiel qui en fait sa manchette nous apprend que 23 officiers sont rétrogradés pour falsification et défaut de diplôme. La Nouvelle Tribune, à la page 3 de sa parution, publie la liste des 23 concernés. La note de service qui rétrograde les supposés fraudeurs porte la signature du chef d'état-major général Awal Bouko Naimi. Le Progrès va plus loin en titrant « Des militaires dans le collimateur de la justice ». Le quotidien explique qu'une procédure judiciaire sera lancée à l'encontre des auteurs de falsification pour qu'ils répondent de leurs actes. Information par ailleurs entérinée par l'événement précis. 23 officiers rétrogradés et menacés d'assignation, titre le journal de Gérard Agoyon. Le Télégramme croit savoir que cette psychose au sein des forces armées béninoises engendre une panique du côté de la police nationale et de la douane. Autant la fraude est sanctionnée, autant les mérites sont récompensés. Au ministère de l'économie et des finances, le contrôle financier est maintenant certifié à la norme ISO, informe l'événement précis. Le certificat a été remis au directeur du cabinet du ministère dans la journée d'hier. Sur cette même information, la Nation trouve que c'est un couronnement pour de nouveaux défis. Outre le ministère des Finances, le Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, des sports et loisirs est aussi certifié ISO 9001-2015, nous renseigne Fraternité. Et pour le quotidien du groupe de presse Fraternité, c'est le résultat de la compétence, de l'indépendance et de l'impartialité. 48 heures après la sortie médiatique des Foscori pour un Bénin émergent, c'est l'heure des analyses. Le Télégramme affiche que les FCBE redoutent une gouvernance dictatoriale, faisant référence à leur sortie du mercredi. L'événement précis, qui voit les choses presque sous le même angle, titre ce matin « Les Foscori pour un Bénin émergent dénoncent une politique suicidaire pour l'économie ». Il relaie les propos de l'ancien ministre de l'économie maritime, Valentin Dianontin. Pour ce dernier, le port n'est plus attrayant et compétitif. Il y a une baisse des activités et des recettes douanières. Fraternité s'interroge plutôt sur l'absence de certains ténors à la rencontre de mercredi. Mettant en relief la photo de certains caciques, le quotidien se demande que cache l'absence de ces ténors FCBE. Dans son analyse, Angelo Dosoumou évoque des divergences et manque de cohésion au sein de la famille politique FCBE. En attendant de comprendre ces absences, le Progrès revient sur la nouvelle carte universitaire et titre que les députés exigent la tenue d'un atelier consensuel. Et puis dans la soirée d'hier, un incendie s'est déclaré en face du stade général Mathieu Kérékou. Le Progrès informe que des habitations sont parties en fumée. Fraternité note d'importants dégâts matériels, des kleptomanes dans les rangs. S'intéressant enfin au panier de la ménagère, la Nouvelle Tribune, dans une enquête sur le prix des denrées alimentaires, découvre que le gari échappe aux pauvres. Voilà, c'est la fin de cette édition de ce JT des régions. Je vous remercie de l'avoir suivi et vous souhaite de passer un excellent après-midi. À très vite.